Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler des décans. Comme vous le savez, le zodiaque est divisé en 12 signes de 30 degrés. Eh bien, chacun de ces signes est divisé en 3 parties de 10 degrés. Et chacune de ces parties est ce qu'on appelle un décan. Le premier décan va de 0 degré à 10 degrés, le deuxième de 10 degrés à 20 degrés et le troisième de 20 degrés à 30 degrés. Et chacun de ces décans est régi par une planète qui nuance l'influence générale du signe en question. Avec Morinus, on peut très facilement afficher tous les décans du zodiaque en allant dans Options, Apparence et en cochant ici Décan. OK. Et là, on voit bien que chacun des signes est bien divisé en 3, avec chaque fois la planète maîtresse de chaque décan qui est indiquée. Ici, on voit par exemple que l'ascendant se trouve dans le troisième décan du Lion, qui est régi par Mars, et que le maître de l'ascendant, le Soleil, se trouve dans le troisième décan du Taureau, qui est régi par Saturne. Et donc ici, il faut bien insister sur le fait que le décan n'a pas d'influence sur la maîtrise du signe. C'est-à-dire que malgré le fait que l'ascendant soit dans le décan de Mars, le maître de l'ascendant Lion reste bien le Soleil. Et il est important de dire aussi que les décans n'influencent pas les dignités et débilités essentielles des signes. C'est-à-dire que par exemple, si Vénus se retrouve ici dans son décan du Scorpion, eh bien elle est toujours en chute. Donc l'intérêt principal des décans, c'est qu'ils permettent d'affiner l'interprétation des différents facteurs du thème selon l'endroit précis où ils se trouvent dans le zodiaque. C'est toujours intéressant de voir dans quel décan se trouvent les planètes rapides du thème, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, Vénus, etc. Mais le facteur de ce point de vue-là le plus important, c'est l'ascendant, et dans une moindre mesure le maître de l'ascendant. C'est-à-dire que c'est le décan de l'ascendant qui va nous donner des informations précises sur la personnalité du natif et la manière dont cette personnalité s'exprime au grand jour. En gros, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous concentrer sur le décan de l'ascendant et de nuancer ce décan avec le décan du maître de l'ascendant. Et le maître visible, c'est-à-dire que par exemple, si c'est un ascendant poisson, le décan de Jupiter et non pas celui de Neptune. Pourquoi l'ascendant? C'est très simple, c'est parce que c'est le facteur le plus important du thème, ou du moins le plus individualisé. Comme l'explique Robson, si l'on pouvait légitimement et en toute sécurité choisir un seul facteur dans le thème comme étant de première importance, ce serait certainement le signe à l'ascendant, car c'est par là que le natif entre en contact avec le monde. Toutes les expressions, actions et habitudes sont colorées par l'ascendant. Dans cette présentation, pour donner un aperçu de l'influence des différents décans quand l'ascendant s'y trouve, je vais me référer aux interprétations données par Cépharial dans son manuel d'astrologie traditionnelle, que voici, je vais mettre le lien en description. Les interprétations de Cépharial concernent spécifiquement l'ascendant, et elles sont à manier avec prudence et discernement parce qu'elles ne sont pas toujours positives. Lui-même affirme que les caractéristiques auxquelles se réfère chaque décan sont susceptibles d'être considérablement modifiées par les influences planétaires impliquées. Donc c'est toujours à mettre dans le contexte du thème dans son ensemble, mais en gros ce qu'il affirme c'est que le décan à l'ascendant permet de se faire une idée du type général de personnes auxquelles on a affaire. Je vais présenter maintenant différents exemples qui montrent à quel point le décan peut modifier l'influence d'un signe, et qu'il est de ce fait absolument à prendre en compte dans l'interprétation. Et on va voir aussi à quel point certaines informations précises données par Cépharial s'avèrent pertinentes dans les faits. Donc, commençons par le Bélier. Le premier décan du Bélier est régi par Mars, le deuxième par le Soleil, le troisième par Vénus. Et quand l'ascendant est en Bélier, il y a évidemment une interprétation générale pour l'ensemble du signe. Par exemple, ici on voit extériorité énergique, leader, impulsivité, initiative, audace, combatif et indépendant. Mais on se rend vite compte finalement que ces caractéristiques concernent avant tout le premier décan du Bélier, puisqu'il est régi par Mars. Et que si l'ascendant se trouve dans le troisième décan du Bélier, ces caractéristiques-là seront fortement atténuées par l'influence de Vénus. On va donc comparer les deux décans pour voir de quelle manière leur influence respective se manifeste. Ici on a toutes des personnalités ayant un ascendant en Bélier, mais celles de gauche ont un ascendant dans le premier décan du Bélier et celles de droite dans le troisième décan du Bélier. C'est des personnalités que j'ai sélectionnées selon leur popularité, c'est-à-dire que le choix n'est pas gigantesque, que certes, il y a beaucoup de gens qui ont un ascendant Bélier, mais encore faut-il que ce soit dans le bon décan, que leur vie de préférence soit terminée, parce qu'évidemment, si je prends des starlettes de 30 ou 40 ans, c'est moins intéressant puisque leur vie n'est pas achevée, et il faut bien se rappeler que le thème natal concerne l'ensemble de l'existence, et que c'est seulement à la fin de la vie qu'on peut juger de la pertinence ou non des facteurs qu'il compose. Voyons ce que dit Cépharial pour chaque décan. Pour le premier décan, il confère un esprit guerrier et agressif, un goût pour le travail politique et public, dispose aux blessures à la tête et au visage, donne succès par un travail de pionnier ou le service militaire, et rend la vie changeante et remarquable à bien des égards. Et le troisième décan
Gouverné par Vénus donne des passions fortes, l'amour des plaisirs, nature brillante et étincelante, l'amour de l'art et de la poésie, rend la nature aimable et aimante, mais très impulsive et excessive. Le décan n'est pas très chanceux, mais il confère une disposition généreuse et chaleureuse qui attire les amis. Donc, en résumé, le premier décan, tempérament guerrier et agressif, travail de pionnier, inclination pour la politique, vie changeante et remarquable, blessure à la tête, entre parenthèses. Troisième décan, tempérament passionné et excessif, amour des plaisirs, aimable, brillant mais impulsif, amour de l'art et de la poésie. Et rien que là, on voit bien la distinction très claire qu'il y a entre les deux, et on comprend que le natif du premier décan du bélier aura tendance à exprimer la nature du signe de manière plus évidente que le natif du troisième décan, chez qui l'influence du bélier sera beaucoup plus subtile et moins facilement détectable a priori. Une des personnalités ayant un ascendant dans le premier décan du bélier les plus connus, c'est Charles Péguy. Charles Péguy, à la fois son caractère et son existence répondent parfaitement à la description donnée par Cépharial. Et évidemment, ce n'est pas toujours le cas, comme on le verra avec d'autres exemples. Mais ici, en l'occurrence, il avait bien un tempérament guerrier et agressif, et pas agressif de manière gratuite, c'est-à-dire qu'il combattait pour son idéal. Il était tellement attaché et intransigeant vis-à-vis de cet idéal qu'il a été jusqu'à s'engager sur le front à 40 ans, alors qu'il n'avait pas à le faire, il était engagé volontaire. Donc c'était non seulement un homme de combat intellectuel, mais aussi un homme d'action. Et il était pleinement engagé en politique, du moins il percevait son travail écrit comme un acte politique. Une vie changeante et remarquable, en effet, sa trajectoire est complètement inclassable, dans la mesure où il a d'abord été militant socialiste, puis il est devenu catholique, et donc il a été lieutenant pendant la Première Guerre mondiale, et il s'est fait tuer au front d'une balle dans le front, c'est-à-dire pas d'une balle dans le cœur ou dans le ventre ou que sais-je, mais dans le front, c'est-à-dire que ça répond de manière assez précise à la description donnée par Cépharial, qui encore une fois indiquait une propension aux blessures à la tête, au visage, etc. Un autre natif du premier décan du bélier extrêmement connu, c'est Che Guevara. Et Che Guevara, lui aussi, répond parfaitement à la description de Cépharial. Donc, tempérament guerrier agressif, oui, évidemment. C'était, pour rappel, un des leaders de la révolution cubaine, qui était une révolution armée. Dans son thème, d'ailleurs, il a Uranus sur l'ascendant. Et c'est une personnalité extrêmement controversée, parce que Castro lui-même, c'est-à-dire l'autre leader de la révolution cubaine, le décrivait comme extraordinairement agressif dans les combats. Et évidemment, suite au succès de la révolution, il a joué un rôle politique important, mais fort décrié dans la mesure où il aurait fait exécuter de sang-froid des centaines de prisonniers, notamment des chrétiens à cause de leur foi. C'est ce que certains racontent, évidemment il n'y a pas consensus, mais c'est possible. Ce qui est très remarquable dans son cas, c'est qu'il a quitté son poste politique important à Cuba, pour aller faire la révolution, ou du moins la guérilla, au Congo, puis en Bolivie. C'est-à-dire qu'il voulait exporter la révolution à l'étranger et lancer un mouvement révolutionnaire mondial. Évidemment, ça a échoué, mais ça en dit long sur son caractère et sur son besoin d'une action directe et de prendre des risques, de mettre sa vie en jeu pour son idéal. Donc, vie changeante et remarquable, tout à fait, dans la mesure où il a quitté son milieu bourgeois pour s'engager dans l'action armée, puis il a quitté son poste pour aller au Congo et en Bolivie, dans la jungle. D'ailleurs, Bolivie où il a trouvé la mort, par balle, mais pas spécialement une balle dans la tête. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que on a vu que Péguy a bien eu une blessure au front, enfin une balle dans le front. Est-ce que Che Guevara a été blessé au visage? Oui. Et ça, c'est quelque chose dont j'étais pas au courant. C'est d'ailleurs une anecdote qui est pas très connue. Et je l'ai découverte en faisant justement la recherche, comme je voyais que Cépharial parlait d'une blessure au visage, j'ai tapé sur internet, tiens, est-ce que Che Guevara a eu une blessure au visage? J'ai tapé Face Injury Che Guevara. Et je suis tombé sur un site cubain qui rapporte cette anecdote du 17 avril 1961. Donc ici on voit bien que je n'ai pas fait que présenter des personnalités pour que ça réponde à la description astrologique, mais que la description astrologique m'a fait découvrir certaines anecdotes dont je n'aurais jamais entendu parler si je n'avais pas eu la description de Cépharial, c'est-à-dire que je n'aurais pas eu l'idée de faire cette recherche sur Google pour voir si oui ou non il avait eu une blessure au visage. Donc ce qu'un soldat rapporte, c'est que le 17 avril 1961, Guevara est sorti de son bureau, il a trébuché sur une conduite d'eau, sa ceinture est tombée par terre et son pistolet a tiré un coup dans son visage. C'est-à-dire, c'est une histoire, c'est assez bouffon, c'est le genre de choses qu'on voit dans les Titi et Grominet, enfin ce genre de choses-là. D'ailleurs, s'il était mort à ce moment-là, je crois que l'image posthume de lui aurait été bien différente, parce qu'il aurait été surtout connu pour avoir eu une des morts les plus absurdes de l'histoire, parce que ça aurait été vraiment absurde. Et donc, il s'est effondré et le sang coulait abondamment de sa blessure, évidemment. Quand il s'est réveillé, quand il a repris conscience dans la voiture qui l'emmenait à l'hôpital, il a demandé qui lui avait tiré dessus. Il ne se rendait pas compte qu'il avait lui-même provoqué l'accident.
Miraculeusement, la balle est entrée sous sa pommette droite et est ressortie près de son oreille sans endommager aucun nerf ou artère important. Et d'ailleurs, l'anecdote est véridique dans la mesure où il y a une plaque commémorative dans l'hôpital où il a été soigné. Donc voilà, ça répond à la description de Cépharial de manière absolument frappante. Après, est-ce que tous les natifs qui ont un ascendant dans le premier décan du bélier vont avoir une blessure au visage, avoir une balle ou que sais-je? Non, bien sûr que non. Il faut voir le reste du thème, etc. Mais apparemment, il y a quand même une propension à ce genre d'accident. Mais ici, concernant Guevara, il faut bien préciser qu'il a Uranus exactement sur l'ascendant. Donc Uranus a sans doute joué un rôle dans l'accident. Ici, quelques autres personnalités ayant aussi un ascendant dans le premier décan du bélier. On a Simon Bolivar, le libérateur de l'Amérique du Sud, le leader de la guerre d'indépendance contre l'Espagne. On a Ortoli, qui est un politicien qui s'est notamment distingué dans la résistance en Indochine pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a été un des concepteurs du système monétaire européen. On a Jordi Pujol, un militant catalaniste qui a été un des pionniers du mouvement régionaliste à l'échelle européenne. On a Billy Graham, un prédicateur chrétien extrêmement énergique, qui a été le pionnier de la prédication de masse dans les stades, à la télévision, à la radio, et qui était notamment lié au monde politique, c'est-à-dire qu'il a conseillé spirituellement des présidents américains. Donc on voit bien que l'image qui ressort de ce décan, c'est celui du militant politique qui a des convictions extrêmement fortes et qui est prêt à se battre pour ses convictions. Et quelques femmes, ici on a Clara Zetkin, qui est une des pionnières du militantisme féministe, qui a créé la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, qui a lancé des journaux féministes, etc. On a Joan Baez, je ne sais pas comment prononcer son nom, peu importe, une chanteuse folk, mais aussi activiste politique, c'est-à-dire qui se servait de la musique pour faire de la propagande, qui est à l'origine, avec Bob Dylan, du protest song. Et là, dans une moindre mesure, on a la chanteuse Barbra Streisand, mais qui était également engagée dans des causes progressistes. Donc même chez les femmes, on retrouve ce côté militant, cette volonté de combattre pour ses idéaux. À présent, nous allons passer au troisième décan régi par Vénus. Pour rappel, si le premier décan est censé donner un tempérament guerrier et agressif, le troisième décan est censé donner un tempérament passionné et excessif, avec une forte inclination pour les plaisirs, aimable, brillant mais impulsif, amateur d'art et de poésie. On va voir si ça se vérifie dans les faits. Une des personnalités les plus célèbres ayant son ascendant là, c'est l'écrivain américain Henry Miller, qui était effectivement un homme passionné et sensuel, qui s'est marié 5 fois et qui avait une personnalité exubérante. Est-ce qu'il avait une inclination pour les plaisirs? Oui, c'était un hédoniste assumé, c'est-à-dire qu'il écrivait ouvertement sur le plaisir charnel et il a été censuré aux États-Unis pour obscénité. Donc on peut dire effectivement que c'était un homme excessif porté sur les plaisirs, avec un rapport particulier à l'art, à la musique, etc. On a aussi André Malraux pour ce décan-là, et Malraux c'est un cas un peu particulier parce que certains aspects de son existence semblent plus relever du premier décan, régi par Mars, parce qu'il a participé à différents conflits, la guerre d'Indochine, la guerre d'Espagne et la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais finalement c'était plus un aventurier qu'un soldat, et il a eu tendance à exagérer son implication militaire et à romancer quelque peu pour donner de la consistance à ses récits. Quoi qu'il en soit, c'était un homme extrêmement passionné, qui avait une existence tournée vers l'intensité de l'expérience vécue, et qui avait une certaine tendance à l'emphase, à la dramatisation, à l'exagération. On le voit d'ailleurs ici, il a une posture dramatique, c'est un peu le personnage. Est-ce qu'il était un hédoniste comme Miller? Non, enfin c'est pas documenté, mais on sait qu'il avait une vie amoureuse intense dans la mesure où il s'est marié 3 fois, avec de nombreuses aventures. Par ailleurs, il était éloquent, impulsif, il avait tendance à prendre des initiatives rapides et audacieuses, et surtout, il avait un rapport très particulier à l'art. C'est-à-dire qu'il a consacré une bonne partie de son existence à théoriser l'art. C'est pas seulement qu'il aimait l'art, mais il vivait pour l'art. C'est-à-dire que depuis son adolescence, il était obsédé par le concept même de l'art. Et il a beaucoup voyagé notamment pour ça, c'est-à-dire pour voir des œuvres, les photographier, etc. Il a écrit énormément d'ouvrages à ce sujet-là. Ce qu'il est très important de noter ici, c'est que d'un natif à l'autre, on constate que certains aspects du décan sont soit accentués, soit atténués. Par exemple, Henry Miller était plutôt porté sur les plaisirs, tandis qu'avec Malraux, c'est beaucoup moins clair. Mais parce que André Malraux, par exemple, est très influencé par Saturne. Il a Saturne au milieu du ciel, et donc, évidemment, le côté hédoniste qu'on retrouve chez Miller, même s'il est latent, il a moins la possibilité de s'exprimer à cause de Saturne. Donc, comme le disait Cépharial, il faut absolument prendre l'ensemble du thème et nuancer l'interprétation du décan en fonction de cet ensemble, notamment des planètes dominantes, etc. Et ici, on a vu aussi que Malraux a ce côté aventurier, qu'il a passé énormément de temps à voyager, à faire des explorations, etc.
Et ça, c'est directement lié au fait que le maître de l'ascendant du Bélier, Mars, est dans le deuxième décan du Sagittaire. Donc ici, évidemment, pour cette présentation, j'isole le décan de l'ascendant, mais dans la pratique, c'est à contextualiser avec toutes les autres informations, évidemment. Ceci étant dit, d'une manière générale, on constate que le côté combatif et agressif du Bélier a moins la possibilité de s'exprimer dans le troisième décan dirigé par Vénus. C'est-à-dire que Vénus tempère l'agressivité propre au Bélier. Et d'ailleurs, Marcel Proust a un ascendant Bélier, dans le troisième décan évidemment, mais a priori on ne pourrait pas le deviner. Est-ce que Proust est vraiment un leader combatif, etc. C'est plus subtil que ça. Par contre, est-ce que c'était un homme passionné avec des sentiments d'une intensité maladive? Ça, oui. Tout ça pour dire que l'influence de Vénus ici n'est vraiment pas à négliger. Ici, il faut dire que Stéphane Mallarmé, malgré le fait qu'il ait son ascendant dans ce décan du Bélier, rien n'indique que c'était un homme passionné, excessif, etc. Mais il faut ajouter qu'on connaît très mal sa vie intime, et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il avait une inclination pour la poésie et l'art, ça ne fait aucun doute. Werner Herzog, lui, c'est le cinéaste de l'excès. C'est-à-dire que le troisième décan parle d'une nature excessive, et ben dans ce cas-là, c'est pertinent dans la mesure où c'est le réalisateur de la démesure, du dépassement. Et cette démesure se manifeste particulièrement dans son film Fitzcarraldo, avec l'acteur Kinski. Ça raconte l'histoire d'un homme un peu fou qui veut hisser un bateau sur une colline, à travers la jungle, pour le faire passer de l'autre côté de la colline. Et en fait, il s'avère que Herzog a réellement hissé un bateau de 300 tonnes sur une colline dans la jungle avec l'aide des indigènes. C'est assez fou. En fait, ça n'a pas d'équivalent, et lui-même le dit, personne n'a jamais réalisé un exploit similaire dans l'histoire et ne le fera probablement plus jamais, se qualifiant de conquistador de l'inutile. Et donc ça a été tourné en pleine jungle, dans des conditions épouvantables, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 crashs d'avion, un technicien s'est tronçonné la jambe pour survivre à une morsure de serpent, et des Indiens ont proposé à Herzog de liquider Kinski, tellement il était insupportable avec ses crises de colère légendaires. On va parler de Kinski juste après d'ailleurs. Bref. À présent, pour encore illustrer les différences inhérentes aux différents décans, je vais comparer 2 décans du Cancer. Donc, quand l'ascendant est en Cancer, il y a encore une fois l'interprétation générale du signe, qui parle évidemment de l'émotivité, de la réceptivité au milieu, de l'imagination, du sens de la famille, etc. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le deuxième décan du Cancer, qui est régi par Mercure, et le troisième décan du Cancer, qui est régi par la Lune. Donc, comme précédemment, on va voir les différences que ça implique. Selon Cépharial, le deuxième décan du Cancer donne une forte imagination intellectuelle, fait du natif un écrivain intelligent, un amoureux des voyages et de l'apprentissage, rend loquace et parfois bavard, et confère la richesse ou le renom par l'usage de la plume. Mais le natif se fait des ennemis par un usage trop libre de la langue. Le troisième décan de la Lune, amour de la romance, des voyages, de l'aventure et des sujets mystiques, donne une reconnaissance publique et une certaine popularité honorable ou non selon la position de la Lune à la naissance, donne de nombreux voyages en mer et des changements constants dans la vie, le patronage des femmes et l'acquisition de biens. On voit ici que les interprétations se ressemblent plus ou moins. Le contraste est beaucoup moins frappant que précédemment entre le premier décan du Bélier et le troisième décan du Bélier. Mais une fois qu'on synthétise ces informations, on voit mieux en quoi les 2 décans se distinguent l'un de l'autre. D'un côté, on a le décan de Mercure qui évoque plutôt la richesse de l'intellect, mais un intellect fécondé par l'imagination. Et d'autre part, une tendance à s'attirer des ennuis par ses opinions et ses paroles, le fait d'être trop bavard, d'en dire trop. Et de l'autre côté, la Lune évoque plutôt une inclination romantique et mystique, c'est-à-dire une forme d'intérêt pour le surnaturel, et des changements constants. Là, on voit qu'il y a une distinction quand même assez claire. Le natif le plus célèbre ayant son ascendant dans le deuxième décan du Cancer, c'est Albert Einstein. Est-ce que Albert Einstein avait une imagination productive et féconde? Il a déclaré « L'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir est limité alors que l'imagination englobe le monde entier. Je suis assez artiste pour dessiner librement dans mon imagination. » Donc pour lui, l'imagination était aussi essentielle à la science que la logique pure, c'est-à-dire l'intuition, etc. Est-ce qu'il a voyagé pour s'instruire? Oui, il a énormément voyagé. A-t-il eu des ennuis à cause de ses prises de position et de ses déclarations? Il s'est attiré beaucoup d'ennemis à cause de ses opinions pacifistes, sionistes, antinationalistes, etc. Mais donc ce qui ressort ici, c'est la prépondérance d'un intellect vif et rationnel, mais fécondé par la richesse imaginative propre au Cancer. Quelques exemples d'autres natifs ayant leur ascendant là. On a Elon Musk qui évidemment s'est distingué par sa fécondité intellectuelle, qui a été très lucrative, comme le laissait entendre Cépharial, mais qui aussi s'est attiré beaucoup d'ennuis récemment notamment, à cause de ses prises de position, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc encore une fois, comme le disait Cépharial,
Il s'est attiré des ennemis par un usage trop libre de la langue. Kanye West, la même chose, c'est-à-dire que malgré sa grande popularité et sa richesse, etc., il a été ostracisé à cause de ses sympathies nazies. Pour ce décan, on a aussi Chateaubriand, et lui c'est un écrivain qui a évidemment beaucoup voyagé, et qui, comme Tocqueville, en a tiré la matière pour son œuvre. Il a aussi déclaré que l'imagination est la reine du monde, et fait plus que l'intelligence. Il a eu une carrière politique, mais il a été évincé du pouvoir plusieurs fois à cause de son franc-parler. On est dans un monde où afficher trop clairement ses opinions, ça peut coûter cher. Et donc ça concerne apparemment particulièrement les natifs de ce décan. Maintenant, je vais présenter quelques natifs du troisième décan, mais juste avant, j'aimerais évoquer d'une manière générale l'influence de la Lune, notamment parce qu'en ce moment c'est la pleine Lune, d'ailleurs j'ai assez mal dormi, je sais pas ce qu'il en est pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que la langue française et aussi la langue anglaise fait encore un lien direct entre la Lune, l'influence lunaire, et certains comportements humains. Par exemple, on a ici le mot lunaire, qui dans le langage courant évoque ce qui est étrange, irréel, poétique, et un caractère un peu à côté de la plaque. Lunatique, une personne qui a un caractère instable, une humeur imprévisible, changeante. Et lunatique en anglais, ça c'est quelqu'un qui est complètement cinglé, qui est fou. Et cette croyance-là est partagée encore par de nombreuses personnes, notamment des médecins, des ambulanciers, des personnes qui travaillent en psychiatrie, qui constatent que les jours de pleine lune, il y a une augmentation des agressions, des crises, des délires, et notamment une augmentation des crimes, des accidents. C'est ce que déclarait un ambulancier de New York au psychiatre Lieber, qui a écrit un livre d'ailleurs sur le sujet. Les nuits de pleine lune sont un véritable déluge de crimes et d'accidents. Pour rappel, le troisième décan est censé donner une inclination romantique, aventureuse et mystique. Un des natifs les plus célèbres ayant son ascendant là, c'est Salvador Dali. Et lui, pour le coup, c'était un vrai lunaire. Et donc ici, on ne retrouve pas vraiment le côté rationnel de Mercure, mais plus cette exploration aux frontières du rationnel propre à la Lune. Et justement, Dali s'intéressait à tout ce qui touchait à l'invisible, à l'irrationnel, aux rêves, à la psychanalyse, aux mythes, au symbolisme, au mysticisme, etc. Sa vie a été marquée par des changements constants, et surtout, il a été sous le patronage d'une femme, c'est-à-dire sa muse et amante qui s'appelait Gala, et il a déclaré que sans Gala, il ne serait rien devenu. Donc ça dit à quel point elle avait une place centrale dans son existence. Un autre natif qui illustre très bien ce décan, c'est Théophile Gautier, qui était un voyageur passionné qui a cultivé le goût du merveilleux, du rêve, de l'évasion. Il avait une forte attirance pour le mystère, le surnaturel, et on a qualifié son style de romantisme noir. Nombreux voyages, changements constants, oui, et est-ce qu'il était sous le patronage de femmes? Apparemment oui. Donc d'autres exemples de natifs ayant leur ascendant là, on a Klaus Kinski, dont on a parlé juste avant, qui lui était vraiment lunatique, qui avait une humeur extrêmement instable et qui était considéré même comme fou par certaines personnes. Mais il faut dire qu'il avait la lune au milieu du ciel, en poisson. Eh bien, lui, il était absolument fasciné par la figure du Christ. C'est-à-dire qu'il a même fait un spectacle entier sur Jésus-Christ, sur le Nouveau Testament, etc. Et c'était une passion qu'il avait depuis qu'il était jeune. Donc ça correspond bien à la signification du décan. On a Hergé qui, lui, a pas tellement voyagé en tant que tel, mais qui a beaucoup voyagé évidemment à travers son personnage Tintin. Et lui, il avait un grand intérêt pour le mystère, le surnaturel, l'ésotérisme, qui transparaît de manière assez subtile dans certaines de ses bandes dessinées. Il y a aussi John Moore, qui était un explorateur, un aventurier, un des pionniers du naturalisme. Et lui, ce n'était pas un mystique au sens religieux, mais un mystique de la nature. On a aussi Mesmer, qui lui évidemment était complètement lié au surnaturel, puisque c'est lui qui a théorisé au XVIIIe siècle le magnétisme animal. Il a énormément voyagé, il était sous la protection de femmes de la haute société. On a aussi Bergson, qui lui avait une philosophie imprégnée de métaphysique et de spiritualité. Maintenant, passons à l'ascendant en Vierge. Encore une fois, un ascendant Vierge, il y a une interprétation générale, la logique, le discernement, le souci des détails, de l'hygiène, méthode précise et efficace. Mais donc, on a le premier décan qui est le décan du Soleil, le deuxième décan celui de Vénus, et le troisième celui de Mercure. Donc, voilà les interprétations données par Cépharial. Je ne vais pas les lire, mais je vous les laisse mettre sur pause si vous souhaitez le lire pour vous-même. Mais en résumé, le premier décan du Soleil dispose à la science analytique, mécanique, etc. Nature patiente, discrète et secrète, affliction, privation, contrainte, vie retirée. C'est-à-dire que c'est un décan pas tellement positif. Et d'ailleurs, on peut se demander a priori pourquoi le Soleil en Vierge implique des afflictions, des privations, des contraintes. Je ne sais pas exactement quelle est la source, mais en tout cas c'est apparemment la tradition qui nous dit ça, et du moins c'est ce que rapporte Cépharial. Peut-être qu'il parle aussi par expérience, c'est sans doute le cas. Le deuxième décan, Vénus, inclination artistique et littéraire, amour de la philosophie et des belles lettres, théâtre, poésie, roman, affabilité, courtoisie, finesse et vivacité d'esprit,
Chance dans le monde artistique, familiarité avec la scène, disputes domestiques, désagréments familiaux. Et le troisième décan de Mercure, une nature alerte et rapide, agitation, grande activité, affairé et polyvalent, inclination pour la littérature, la médecine, l'hygiène, particulier dans son habillement et son régime alimentaire, nombreux déménagements. Donc on voit bien qu'on parle du signe de la Vierge, mais que les trois décans ont des significations bien distinctes. Voyons maintenant si ça se vérifie dans les faits. Anthony Gaudi est un des personnages les plus célèbres ayant son ascendant là, et il répond parfaitement à la description de Cépharial. C'est-à-dire que, est-ce qu'il était disposé à la science analytique et mécanique? Oui, c'était un architecte obsédé par le détail technique, la géométrie, mais aussi la structure organique. Est-ce qu'il était patient, discret et secret? Il était extrêmement réservé et modeste, il est resté célibataire toute sa vie. Et est-ce qu'il a été sujet à des afflictions, des privations, des contraintes? Depuis sa jeunesse, il souffrait de rhumatisme, il a vécu de nombreux deuils, et il s'est intéressé à une seule femme, mais qui malheureusement l'a rejetée. C'est-à-dire qu'il a fait une proposition de mariage, mais elle ne voulait pas de lui. Et il n'a pas réessayé d'ailleurs. Est-ce qu'il a eu une vie retirée? Sa fin de vie a été extrêmement retirée, austère, presque monastique. Il n'était pas intéressé par la célébrité, il n'en a pas tiré parti. Il s'est retiré de toute vie sociale, il se consacrait entièrement à son œuvre. Il a d'ailleurs déclaré: mes grands amis sont morts, je n'ai ni famille, ni clients, ni fortune, ni rien, donc je peux me livrer entièrement au temple. Donc, de ce point de vue-là, c'est pertinent. On a aussi Antoine de Saint-Exupéry, et lui aussi était disposé à la science analytique mécanique, dans la mesure où il était passionné de mécanique et d'ingénierie, et qu'il a été évidemment pilote d'avion. Il a été un des pionniers de l'aviation, et il a d'ailleurs travaillé sur des concepts techniques liés à ce domaine. Est-ce qu'il était d'une nature patiente, discrète et secrète? Il était introspectif, très pudique, difficile à cerner, peu expansif sur sa vie privée, il s'exprimait à travers des symboles, des récits, des paraboles. Est-ce qu'il a connu une vie d'affliction, de privation, de contrainte? Là, c'est moins clair que dans le cas de Gaudi, c'est surtout lié à une sorte de solitude métaphysique, si on veut. Est-ce qu'il a eu une vie retirée? Non, il n'a pas une vie tellement retirée, il a beaucoup voyagé, mais il accordait plus d'importance à la vie intérieure et au retrait méditatif qu'à la vie extérieure. Et là, il y a un parallèle intéressant avec un autre pionnier de l'aviation, Howard Hughes, qui lui, à 12 ans, construisait des bicyclettes à moteur, des systèmes d'interphone, des appareils de radio. Il a étudié les mathématiques, l'aviation et la mécanique. Et il a commencé le pilotage à 14 ans. Et lui, non seulement était pilote, mais concepteur d'avions. Donc ça répond parfaitement à cette description-là. Est-ce qu'il était d'une nature patiente, discrète et secrète? Pas vraiment, parce qu'il a d'abord eu une vie flamboyante, c'est-à-dire à Hollywood notamment. Il était producteur de cinéma. Il était extrêmement riche. Mais au fil du temps, il est devenu paranoïaque, il avait peur des microbes, et à la fin de sa vie, il s'est complètement retiré du monde, c'est-à-dire qu'il vivait dans une chambre d'hôtel en fermant les rideaux, en voyant personne, il regardait la télévision, et malgré sa fortune de 2,7 milliards de dollars, et à l'époque c'est gigantesque, parce que c'est pas les milliards de maintenant, c'est un personnage vraiment hors du commun, qui répond bien à la description de Cépharial pour ce décan-là. Ici, d'autres natifs ayant leur ascendant là. Évidemment, ils ne sont pas tous intéressés par la mécanique ou la science analytique, mais il y a quand même quelques caractéristiques qui ressortent. Par exemple, ici, Montgomery Clift, c'était un des acteurs les plus prometteurs d'Hollywood à l'époque, considéré comme le plus beau, le plus talentueux, et alors que sa carrière prenait de l'essor, il a malheureusement été défiguré lors d'un accident de voiture, donc ce drame l'a poussé à mettre fin prématurément à sa carrière, et il a eu une fin de vie solitaire et retirée. On a aussi Mendeleïev, qui lui évidemment est l'auteur du tableau périodique des éléments, un chimiste de premier ordre. Alors évidemment, lui, son travail c'était analytique et scientifique, il était méthodique, patient. On a Tolkien, qui était un homme discret, humble, qui a une vie un peu plutôt retirée, extrêmement patient, méticuleux, et qui lui n'avait pas un goût pour la mécanique, mais pour les structures linguistiques. Il a fait un travail assez remarquable et gigantesque, donc c'est une forme de science théorique appliquée. On a l'actrice Marlène Dietrich, qui est restée extrêmement discrète sur sa vie privée, elle cultivait le secret, et elle a terminé sa vie en quasi-réclusion, c'est-à-dire qu'elle téléphonait mais elle ne voyait presque personne. On a aussi Mylène Farmer, qui elle ne souhaite pas se mêler au monde du show business, elle est extrêmement discrète, elle ne donne pas d'interview, elle déteste parler d'elle-même, elle ne se montre pas, ce qui est d'ailleurs assez remarquable à ce niveau de célébrité. On va maintenant passer au deuxième décan régi par Vénus, c'est donc un décan artistique, qui favorise le succès dans les arts, le monde de la scène, etc. Et ce qui est absolument frappant, c'est que 4 des plus grands génies de la musique occidentale ont leur ascendant dans ce décan-là. Vivaldi, Haydn, Mozart et Chopin. D'un point de vue statistique, c'est assez incroyable. Donc de toute évidence, ce décan-là favorise bien le succès dans les arts. Et d'ailleurs, quand on fait une recherche sur Astrothème, on se rend compte qu'il y a énormément d'artistes
de musiciens, d'acteurs qui ont leur ascendant dans ce décan-là, beaucoup plus que dans le premier décan ou dans le troisième. Mais ici, il faut dire qu'il y a quand même des exceptions, il n'y a pas que des artistes, et il y a aussi par exemple Louis XVI qui a son ascendant là. Mais Louis XVI, il faut bien noter que le maître de l'ascendant, Mercure donc, est dans le premier décan de la Vierge. C'est-à-dire que pour lui s'applique aussi l'interprétation du premier décan, et d'ailleurs, pour son cas, le premier décan semble plus pertinent. Parce que, effectivement, il était très intéressé par la science mécanique, enfin, du moins, il s'intéressait beaucoup à l'horlogerie, il était passionné pour ça, ce qui est assez hors du commun. C'était une nature discrète, assez secrète, qui a évidemment vécu de grandes afflictions, il a été emprisonné, il a été exécuté, comme vous le savez, et qui n'était pas vraiment fait pour ce rôle de roi, du moins à cette période de la Révolution, qui finalement aspirait plus à une vie retirée, consacrée aux sciences et aux arts, etc. Passons au troisième décan. Pour ce décan-là, on nous parle d'une nature alerte et rapide, agitée, active, affairée, polyvalente, etc. La personne la plus connue ayant son ascendant là, c'est Steve Jobs. Est-ce qu'il était alerte, agité, affairé, polyvalent? Oui, il était agité, il ne tenait pas en place. Ça, je le sais parce que j'ai lu sa biographie. J'ai d'ailleurs fait une analyse complète de son thème astral dans mon livre L'interprétation du thème astral. Il avait évidemment un esprit très vif, il était obsédé par les détails, il recherchait la perfection de ses produits. Est-ce qu'il avait une inclination pour la littérature, la médecine, l'hygiène? Pas spécialement. Par contre, il était très particulier dans son régime alimentaire, c'est-à-dire qu'il était végétalien, et d'ailleurs il est mort d'un cancer, il voulait se soigner de son cancer avec des jus de carottes, etc. Et finalement ça n'a pas fonctionné. D'autres natifs ayant leur ascendant là, on a des gens comme Sarkozy, Lucchini, Camus, Michel Simès, Desproges, dont les personnalités répondent assez bien au décan, surtout Sarkozy, Lucchini, pour leur agitation. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est pas nécessaire. On va maintenant analyser un décan particulier du Scorpion, qui est le troisième décan régi par Vénus. D'après Cépharial, la nature est encline à l'excès et à la folie dans les relations amoureuses. Les passions doivent être bridées. De nombreux ennemis se dressent contre le natif et on peut s'attendre à une inimitié secrète de la part de femmes. Dans le mariage, il y aura des problèmes. Les passions sont rapides et volatiles et la nature est capable d'une grande dévotion passionnelle qui risque cependant d'avoir des conséquences désastreuses. Là, le décan est assez précis et ça se concentre essentiellement sur la vie sentimentale. Donc en résumé, nature passionnée mais excessive et encline à la folie, du moins sur le plan sentimental. Passion véritable mais rapide et instable finissant en désastre. Un des natifs qui répond le mieux à cette description, c'est Goethe. Et ça, avant de faire ce travail, je n'étais pas au courant qu'il avait une vie sentimentale orageuse, que c'était un grand passionné. J'ai lu son roman Werther, mais je ne savais pas qu'il y avait une dimension autobiographique. Et donc, en voyant que Goethe était une des personnalités les plus célèbres ayant son ascendant là, j'ai décidé de faire une analyse de sa vie, et c'est là que j'ai découvert que sa vie effectivement répondait parfaitement à la description de Cépharial. Est-ce que Goethe avait une nature passionnée mais excessive, encline à la folie amoureuse? Oui, il a connu des passions intenses, parfois obsessionnelles. Il idéalisait l'amour au point d'en souffrir presque maladivement dans sa jeunesse. Il était capable d'un amour exalté. Est-ce que ses passions étaient véritables mais rapides et instables? Goethe était souvent pris par des élans rapides, changeants, irrationnels. Il a eu de nombreuses aventures et à 70 ans, il essayait encore de séduire des jeunes filles de 17 ans. Ça en dit long sur le personnage. C'était un satyre. Nombreux ennemis, inimitiés secrètes féminines, sa liberté de mœurs, son statut social et l'impact de ses choix personnels et artistiques ont bel et bien créé des frictions et des inimitiés, notamment au sein de la société féminine de son temps qui désapprouvait ses choix conjugaux et ses liaisons. Il faisait scandale. On a aussi Édith Piaf. Édith Piaf qui était une nature passionnée, qui a vécu des histoires d'amour intenses, tragiques, tumultueuses. Elle a aimé avec une ferveur quasi mystique, notamment son grand amour Marcel Cerdan, qui malheureusement est mort dans un accident d'avion. Et ça a été le grand drame de sa vie, c'est-à-dire la perte de son grand amour. Elle a connu plusieurs liaisons brèves et intenses, sa vie amoureuse semble avoir été gouvernée par l'urgence émotionnelle avec une dimension autodestructrice. D'autres natifs de ce décan-là, on a la cantatrice Maria Callas qui a eu des relations intenses, passionnées, notamment destructrices. On a aussi Nietzsche qui a avoué une passion énorme et non réciproque à Lou Andreas Salomé. Il y a aussi Neil Cassady, Jodassin, Ludwig Wittgenstein. Chacun à sa manière reflète au moins en partie certaines caractéristiques de ce décan, c'est-à-dire l'excès, le drame, notamment sur le plan sentimental. Et il semble que ce décan puisse être lié à une forme d'hypersexualité, c'est-à-dire on voit ça avec Neil Cassady par exemple. On va à présent regarder un dernier décan, le troisième décan du Verseau, celui de la Lune. D'après Cépharial, il s'agit d'un individu mélancolique, disposé à la solitude et à la vie nocturne, changeant et fantaisiste, enclin à la lugubrité,
Aux terreurs étranges et aux expériences, visions et hallucinations bizarres, les femmes sont susceptibles de causer des soucis, le natif erre d'un endroit à l'autre, danger de vision faible ou affligé, long voyage, appétit particulier et hors norme. Donc ici, il s'agit d'une description, encore une fois, très précise, pas très positive, et on pourrait se demander a priori, tiens, c'est tellement étrange comme description, est-ce que ça va vraiment correspondre à des personnalités, et notamment des personnalités connues dans l'histoire? Une des grandes célébrités ayant son ascendant là, c'est William Burroughs. Et lui, c'était un personnage pour le moins étrange, qui répond étonnamment bien à la description de Cépharial. Donc, il était bien d'une nature mélancolique et plutôt solitaire, disposé à la vie nocturne, et sa mélancolie était teintée de culpabilité, parce qu'il avait tué sa femme par accident. En gros, il était ivre, il avait voulu reproduire l'exploit de Guillaume Tell, il avait été mettre une pomme sur la tête de sa femme, puis il avait été chercher son fusil, il avait voulu tirer dans la pomme, et comme il était ivre, il a mal visé, et c'est pas la pomme qui l'a explosé, mais c'est la cervelle de sa femme. Voilà ce qui s'est passé. Mais il a été acquitté par les juges. Parce qu'apparemment, c'était vraiment pas volontaire. Il voulait pas assassiner sa femme, il voulait, encore une fois, reproduire l'exploit épatant de Guillaume Tell. Voilà un peu le personnage. Rien qu'avec cette histoire, on comprend un peu à quel genre de loustic on a affaire. Donc on voit bien que c'était un personnage pour le moins fantaisiste, enclin à des expériences étranges, hors du commun. Est-ce qu'il avait des visions et hallucinations bizarres? Il recherchait des expériences extrêmes, notamment à travers la drogue. Son œuvre est hallucinée et paranoïaque. Ses romans, comme Le Festin nu, sont des fictions non linéaires, fragmentées, mêlant le rêve, le cauchemar, l'humour noir, les descriptions crues, la sexualité, la drogue, etc. Est-ce qu'il a beaucoup voyagé? Est-ce qu'il a erré d'un endroit à l'autre? Oui, la vie de Burroughs a été aussi désordonnée que son œuvre, il a mené une existence nomade. Avait-il des appétits particuliers et hors normes? Absolument. La drogue, la sexualité transgressive, parce qu'il était bisexuel, je pense. L'obsession pour les armes, l'occultisme, les insectes, les virus, les rituels magiques. Donc c'était un homme pour le moins bizarre. Bizarre, bizarre. Au passage, notez que sa femme, qui est morte donc d'une balle dans la tête, avait Mars dans le premier décan du Bélier. Après, on ne connaît pas son heure de naissance, mais peut-être qu'il y a un lien avec ce qu'on a dit précédemment. Autre natif, Boris Vian. Était-il d'une nature mélancolique, disposé à la vie nocturne? Sous ses airs d'homme sociable et dandy, Vian était un mélancolique chronique, hanté par la conscience aiguë de sa propre mort précoce. En effet, il souffrait d'une maladie cardiaque grave, et donc dès sa jeunesse, il avait cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, et il savait qu'il pouvait mourir d'un instant à l'autre. D'ailleurs, il est mort d'une crise cardiaque au cinéma, alors qu'on projetait le film tiré de son livre. Il était tellement outré par le carnage, c'est-à-dire par le bousillage de son œuvre, qu'il en a fait un infarctus et il est mort au cinéma. Il fréquentait les cercles nocturnes, clubs de jazz, bars, caves de Saint-Germain-des-Prés, il écrivait souvent la nuit. Était-il fantaisiste avec des visions et hallucinations bizarres? Eh bien oui, on ne pourrait pas mieux décrire l'œuvre de Vian, notamment son roman L'écume des jours, que vous avez peut-être lu. C'est l'écrivain fantaisiste par excellence, son univers est peuplé de visions absurdes, de jeux de mots, d'inventions surréalistes. Les lois de la réalité y sont malléables, un nénuphar pousse dans un poumon, les pièces rétrécissent selon l'humeur des habitants. Cette fantaisie sert souvent à aborder des thèmes graves, avec légèreté et mélancolie à la fois. Donc c'est intéressant, c'est comme s'il s'était servi de cette absurdité pour exorciser sa propre mélancolie, dont il est question plus haut dans la description de Cépharial. Donc encore une fois, Boris Vian, c'est un des plus connus qui a son ascendant dans ce décan-là, et le fait qu'il réponde si bien à la description de Cépharial, c'est assez remarquable. Autre exemple, Janis Joplin, la chanteuse de blues. J'ai donné sa biographie complète d'ailleurs dans mon livre L'interprétation du thème astral, c'est une vie assez intéressante. Elle était bien d'une nature mélancolique et solitaire, c'est-à-dire que même quand elle était entourée par des tas de gens, elle se sentait intimement seule et isolée. Était-elle fantaisiste avec des visions, hallucinations bizarres? Elle était fantaisiste, en tout cas en apparence, dans sa manière de s'habiller, de s'exprimer, anticonformiste. Elle était particulièrement attirée par les états de conscience altérés, c'est-à-dire qu'elle prenait des tas de substances, et son usage des stupéfiants était aussi lié à son art, c'est-à-dire qu'elle recherchait une forme d'inspiration supérieure. A-t-elle erré d'un endroit à l'autre? Oui. Avait-elle des appétits particuliers et hors normes? Eh bien, elle était bisexuelle et elle a multiplié les partenaires des deux sexes, en cherchant notamment à pallier à son mal-être, mais évidemment ça n'a pas fonctionné, ça a même aggravé sa mélancolie. D'autres natifs, on a notamment Shia LaBeouf, qui est un acteur connu pour sa marginalité dans le monde du cinéma. Il a lui-même reconnu avoir des angoisses existentielles et il déclare avoir souffert de délire, d'abus de substances et d'avoir vécu des épisodes de terreur psychique intenses. Et il s'est notamment adonné à des expériences artistiques étranges, c'est-à-dire que pendant un temps il a vécu avec un sac sur la tête, je pense. Je ne sais pas exactement pourquoi, peu importe. On a aussi Lincoln, qui lui n'était pas tellement fantaisiste ou étrange, etc., mais qui était un mélancolique clinique.
c'est-à-dire qu'il était sujet à des épisodes dépressifs qui sont documentés. On a Robespierre qui lui était quelque peu lugubre et halluciné, en tout cas il était paranoïaque. Il y a aussi Yves Saint-Laurent qui répond assez bien à la description. Il était mélancolique, fragile mentalement, il a été interné notamment. Il avait des hallucinations, il prenait des substances, il avait des troubles psychiatriques. Mais bien évidemment, il ne faut pas en conclure qu'avoir son ascendant dans ce décan-là est synonyme de troubles psychiatriques. Ça donne des indications à nuancer selon le reste des facteurs. Je ne peux pas assez insister là-dessus. Donc les interprétations de Cépharial sont à user avec discernement et pas donner ça en bloc. Par exemple, dire à quelqu'un «Ah, toi, t'as un ascendant dans tel décan, ça veut dire que t'es comme ça c'est ton portrait. Ah, ben oui, c'est écrit dans le livre, c'est les astres qui le disent. Non, non, c'est pas ça l'astrologie. Et à ce propos-là, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle qui m'est arrivée il y a quelques mois. Donc, pour la faire courte, j'ai une tante d'un certain âge qui est dans le New Age, comme beaucoup de vieilles personnes. Eh bien, apparemment, elle voulait vider son sac pour certaines raisons qui sont assez obscures. Mais moi, je suis pas dans la tête des gens, il y a des tas de gens complexés, etc., qui veulent abaisser les autres pour se sentir supérieurs, on connaît l'histoire. Mais donc, plutôt que d'envoyer un mail pour exprimer clairement ses reproches, ses ressentis, etc., elle s'est contentée d'envoyer un mail avec comme objet thème astrologique, sans texte et juste avec cette capture d'écran que vous voyez ici. Et évidemment, elle sait que je m'intéresse un petit peu à l'astrologie. C'est donc une attaque un peu ciblée. Qu'est-ce que ça dit ce texte? Évidemment, elle a sorti ça de son livre New Age, la double astrologie, Susan White. Rat poisson. Donc ça c'est censé me décrire puisque effectivement j'ai le soleil dans le signe des poissons et je suis né l'année des rats. C'est-à-dire que ce texte, si on réfléchit bien, concerne toute personne née telle année, tel mois. C'est-à-dire que toutes les personnes nées entre le 20 février et le 20 mars de telle année correspondent à cette description. Donc on ratisse large comme on dit. Mais donc je ne vais pas lire le texte, ça sert à rien, mais je vous laisse le lire si vous le souhaitez. Mais en gros, c'est un texte, c'est presque insultant, parce qu'on parle de quoi? On parle d'un resquilleur qui vit au crochet de quelqu'un, dont toute l'affection est calculée, euh, qui recherche la fortune de ses associés, etc. Plutôt que de m'insulter directement, elle s'est servie d'un livre New Age pour le faire. Mais ce qui me dérange le plus finalement, outre la mesquinerie du geste, c'est l'énorme stupidité que ça sous-entend. Parce qu'encore une fois, il faut être un peu... Allez, entre nous, il faut être un peu stupide pour concevoir un seul instant que ça puisse être pertinent, vu encore une fois le nombre de personnes impliquées. Une interprétation aussi précise pour un éventail aussi large de personnes, ça tient pas la route. Mais pourtant, dans les commentaires de ce bouquin, on a des gens, Martine par exemple, qui dit «Oh, c'est magnifique, les portraits des doubles signes sont bien saisis, je trouve l'auteur très perspicace. Autour de moi, des personnes elles-mêmes avaient tendance à ne pas se reconnaître alors que j'ai trouvé que cela correspondait très bien.» Donc vous voyez, on est à un niveau de charlatanisme vraiment effrayant. Et évidemment, le charlatanisme, ça peut être rentable, ça marche, etc. Mais c'est pas normal qu'un livre d'astrologie, enfin de pseudo-astrologie, puisse servir après à des personnes pour attaquer d'autres personnes. Et ça, c'est extrêmement grave, même d'un point de vue spirituel, c'est extrêmement, extrêmement néfaste. Donc, ici, quand je présente les interprétations de Cépharial, évidemment, je prends le risque que certaines personnes en fassent un mauvais usage. Mais j'ai confiance en votre discernement, parce que d'ailleurs, si vous étiez au niveau du New Age, à mon avis, vous ne seriez pas en train de regarder mes vidéos. Et ce qui est assez intéressant d'un point de vue astrologique, c'est que dans ma révolution solaire pour cette année, j'ai la Lune en maison 3 en carré à Pluton, en carré exact. Et comme on le sait, la Lune, c'est entre autres les figures féminines de la famille, de l'entourage, donc ça correspond à la tante. En maison 3, c'est la correspondance, et le carré à Pluton, c'est évidemment la rupture d'un lien, mais aussi la manifestation d'un complexe familial. Quand j'ai reçu le mail de ma tante, le Soleil était en opposition exacte à ma lune de révolution. C'est-à-dire que, comme je l'expliquerai dans une autre vidéo, les transits du Soleil dans la révolution solaire sont à considérer, et là, de manière exacte, ça a activé l'aspect de la révolution. Donc c'est ça aussi l'intérêt de l'astrologie, c'est que même dans ces situations un peu mesquines, un peu répugnantes, eh bien on peut en tirer un enseignement et voir les choses avec beaucoup de recul. Donc ne soyez pas comme ma tante, ne faites pas un mauvais usage de l'astrologie, qui peut être extrêmement destructive entre de mauvaises mains. Ne prenez pas au pied de la lettre les indications des livres et des manuels, parce qu'il y a une certaine superstition qui est très répandue, c'est-à-dire que beaucoup de gens, pour peu que quelque chose soit écrit dans un livre, ils ont l'impression que ça a de la valeur. Par exemple, ils disent «Ah ben regarde, c'est le livre qui le dit, donc ça doit être vrai.» Ça, c'est une stupidité totale. Et ici, d'ailleurs, même ce que je présente, remettez-le en question, ne prenez pas ça pour acquis, faites vos propres recherches, vérifiez, etc. Et par ailleurs, aussi, ce qui est important, c'est que même s'il s'agit d'une vérité, que vous voyez dans le thème de quelqu'un
quelque chose qui est véritable, qui correspond à son tempérament, etc. Mais même si c'est pertinent et véridique, est-ce que c'est bon à dire? Eh bien non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et évidemment, il ne s'agit pas ici de mentir, mais d'omettre peut-être de dire certaines choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Plus j'aurai d'abonnés, plus je serai motivé à faire de nouvelles vidéos. Si vous avez une question théorique, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, j'y répondrai. La prochaine vidéo sera consacrée à l'astrologie relationnelle. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine!